Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité à ces nouveaux numéros de votre magazine politique Face à Face, conjointement animé et diffusé par Jean-Claude Kouzikessa et moi sur CCTV et CKTV. Et pour cette soirée, Face à Face reçoit pour vous deux panafricanistes de renom, deux Congolais qui sont panafricanistes à ma droite. Il s'agit bien de M. Freddy Mulumba Kaboyi Wabondo. Il est journaliste, il est panafricaniste, il anime un magazine important, La Renaissance. Il défend quand même certaines approches qu'il va décortiquer ici. Je l'ai dit, il est journaliste, il est panafricaniste, il a beaucoup écrit, il défend certaines causes. Au cours de cette émission, il fera usage de son approche. Il veut nous faire comprendre ce que la Chine peut apporter à l'Afrique et particulièrement à la République démocratique du Congo. Bonsoir, M. Freddy. Bonsoir, cher ami. Merci d'être avec nous pour qu'on parle Congo vu par l'Afrique et par les autres nations du monde. Merci beaucoup. À mon extrême gauche et à la gauche de Jean-Claude Kouzikessa, M. Norbert Yamba Yamba, il est auteur, il anime un mouvement, la LVP, Nouvelle Vision Panafricaniste. Lui aussi, il est panafricaniste, il est analyste social, il est congolais comme Freddy Mulumba. Et une autre approche pour Norbert Yamba Yamba, qui est on ne peut plus en contradiction avec celle de Freddy Mulumba. Il est avec nous, on parlera Congo tel qu'est vu par les autres nations du monde et par les autres nations africaines. Bonsoir, M. Yamba Yamba. Bonsoir. Merci de vous joindre à nous pour que nous parlions tout ce qui touche au Congo. Merci pour l'invitation. Je suis heureux de me retrouver à face de Freddy Mulumba, que j'ai toujours affectionné à cause de ses idées, à cause de sa perspicacité. Je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, l'opinion pourra comprendre comment nous devons nous organiser au travers les idées pour booster l'Afrique, booster notre pays, parce qu'il n'y a que les idées qui conduisent le monde. Ok, je vais trouver ça en face de nous, deux analystes importants, deux panafricanistes, Jean-Claude Freddy Mulumba, Norbert Yamba. J'estime qu'ils sont des bons clients pour que nous parlions Congo vu par l'Afrique et le monde. Oui, merci Jean-Pierre. Vous l'avez dit, nous avons en face de nous deux panafricanistes, mais dont l'approche quant à la solution, bien quant à la recherche des solutions africaines diffère un peu. J'imagine qu'ils pourront cheminer dans ce que quelqu'un a appelé une convergence parallèle, mais finalement, ce sont deux fils du Congo et de l'Afrique qui aiment l'Afrique, mais qui pensent que, pour Yamba Yamba Norbert, que l'Occident a encore quelque chose à donner pour l'Afrique et pour le Congo, et pour Freddy Mulumba, c'est plutôt l'Orient, plus particulièrement la Chine, qui serait aujourd'hui le bon maître pour distribuer les cartes et jouer sur l'avenir de toute la planète et particulièrement de l'Afrique. Donc c'est quelque part l'Orient et l'Occident qui s'affrontent sur ces plateaux par personne interposée. Voilà, pour ce qui veut c'est parti, on va donner les go de ces face à face qui met aux prises Freddy Mulumba et Norbert Yamba Yamba. Une guerre d'idées, un débat d'idées, un échange d'idées pour que la nation triomphe. Nous parlerons de la Chine qui est presque considérée comme la banque du monde. La Chine est devenue puissance économique mondiale, la première peut-être. Nous saurons comprendre comment la Chine a beaucoup d'argent, des 1000 milliards de réserves. On va poser la question à l'un à l'autre pour trouver des réponses. Nous parlerons de l'arrivée très imminente d'Antonio Guterres, le patron de l'ONU qui sera à Kinshasa dans quelques jours. Son arrivée est toujours pour des mobiles diplomatiques ou bien il y a d'autres questions politiques qui seront développées quand Guterres sera ici. Nous parlerons également de l'eau de Lubangui qui doit quitter Lubangui pour aller vers le lac Tchad qui s'assèche du jour au lendemain. Une autre guerre qui le Congo fera face dans un très proche avenir. Freddy Mulumba, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Je commence par vous. Aujourd'hui, Freddy Mulumba, on vous considère comme, je ne dirais pas le chantre, mais le défenseur acharné de la cause chinoise en Afrique et au Congo. Et la Chine est devenue forte, la Chine a beaucoup d'argent, la Chine a une banque peut-être la plus importante du globe aujourd'hui. Vous Freddy, comment la Chine peut-elle devenir aujourd'hui le maître du monde? Oui, Jean-Pierre, il ne faut pas dire que je défends la Chine. Je défends d'abord l'Afrique et le Congo.
nous sommes dans un monde où ce qui compte beaucoup plus sont les intérêts. Ici, la question qu'il faut se poser, où sont les intérêts du Congo et de l'Afrique? La Chine, c'est un État, tout comme l'Amérique, l'Occident, il y a beaucoup d'États. Entre États, ce sont les intérêts qui comptent, il n'y a pas d'État d'âme. Mais la Chine est tellement différente des autres parce que, j'ai toujours dit, les Chinois, tout comme les Européens, les Américains, donc les Occidentaux, tous nous pillent. C'est ce qu'ils en disent. Mais la différence vient d'où? La Chine nous pille, mais il nous laisse en vie. L'Occident, non seulement il nous pille, il nous tue. Pour preuve, la guerre qu'on a connue ici, la guerre de l'AFDEL, c'est financé à partir de Washington, ça ne vient pas de la Chine. Donc, moi je dirais, en matière de relations internationales, c'est question de savoir où sont nos intérêts et les moindres mal. Le deuxième problème, vous savez, nous devons tirer les leçons de l'histoire. La fois dernière, il y avait la guerre entre l'Est et l'Ouest, entre les communistes et les capitalistes, entre l'Union soviétique et l'Amérique. Dans cette guerre, qu'est-ce que l'Afrique a gagné? Aucun État africain s'est développé. Il y avait des États qui étaient proches américains, des États proches de l'Amérique et les États proches de la Russie, de l'URSS. Ils sont battus par procuration. Qu'est-ce que l'Afrique a gagné? Rien. Donc aujourd'hui, si nous voulons faire un débat, c'est savoir où sont les intérêts africains, où sont les intérêts congolais. Pour le moment, l'argent se trouve en Chine. La Chine a eu des réserves de 4 000 milliards de dollars. Ce n'est pas l'argent du pillage. Ce n'est pas l'argent de guerre. C'est l'argent du travail. Il y a eu un temps, les Américains, les Occidentaux ont délocalisé leurs usines, leurs sociétés vers la Chine. Parce que la main-d'œuvre coûtait moins cher. Ils ont exploité les Chinois. Les Chinois ont travaillé. Mais comme les Chinois ont notre culture, ce n'est pas une culture de consommation. Ils ont une culture d'épargne. C'est ainsi qu'on a eu l'épargne au niveau de la population, épargne au niveau de l'État. Et quand on met toutes ces épargnes ensemble, ça vous fait 4 000 milliards. Je pense que quand le président chinois, le nouveau, M. Xi Jinping, est arrivé au pouvoir en 2012, je pense, en 2013, il a lancé un projet, une ceinture, une route. Dans ce projet-là, il n'y a que l'Amérique et le Japon qui n'ont pas encore adhéré. Tous les autres sont dedans. Tous les Européens sont dedans. Et quand on analyse, j'ai amené des livres parce que très souvent les Occidentaux disent que Mulumba raconte ses histoires. Il y a Claude Meyer qui a publié La Chine, banquier du monde. Il y a un autre, Philippe Lecor, Alain C. Picus, l'offensive chinoise en Europe. Ce sont des Européens. Claude démontre que la Chine, ça c'est en 2014, a beaucoup plus investi en Europe, en Amérique qu'en Afrique. Et quand je vois les Européens venir ici avec un faux discours, les Occidentaux, la Chine va vous recoloniser. Moi, il faut faire attention. Parce que pour le moment, l'Afrique, sur le plan investissement chinois, ça ne représente rien. Mais en Europe, en Amérique, ce sont des milliards. Qui colonisent qui? Donc, est-ce que les gens qui ont colonisé, comme les Occidentaux, ont-ils encore des leçons à nous donner? Non. On ne tombe pas dans un piège. D'où identifier où sont les intérêts, où sont les intérêts de l'Amérique, pardon, du Congo, où sont les intérêts de l'Afrique. Ce qui nous intéresse, on n'entre pas dans une guerre entre Chine et Amérique. Chine et Occident, ça ne nous intéresse pas. Où sont les intérêts, nous nous battons. Donc, raison pour laquelle moi j'ai dit, c'est une des chances qu'on a eu, il faut éclairer notre peuple. L'Occident, après 5 siècles de domination, esclavage, traite négrière, colonisation, jusqu'à aujourd'hui, néocolonisation, je pense qu'ils n'ont pas de leçons à nous donner. C'est à nous de savoir où sont nos intérêts. Donc, pour terminer avec votre première question, vous voulez dire qu'aujourd'hui, on doit rompre avec l'Occident définitivement, couper les cordons, donc on doit regarder que la Chine parce que c'est la banque du monde. Vous avez fait des parents, mais la question, elle est encore importante. Les gens se posent des questions importantes. Comment, du jour au lendemain, la Chine travaille comment? En solo, en silence, tout d'un coup, il devient la banque du monde. Non, je pense que l'élite chinoise est consciente. L'élite chinoise est désaliénée par rapport à notre élite. Nous avons une culture d'esclaves. Nous pensons que les étrangers peuvent nous faire heureux. Impossible. Les Chinois, grâce à Mao, se sont réveillés. Mais nous nous comportons comme des enfants. Nous pensons encore que l'Occident peut nous développer. Mais regardez, les Occidentaux partent en Chine chercher l'argent. Et quand nous partons, ils disent non, ne partez pas. Donc, dans leur imaginaire, ils estiment que nous sommes des enfants.
Donc, ils sont partis en Chine, c'est l'exemple que je vais te donner. Les Belges sont partis en Chine dernièrement, dans le cadre sino-belge, relation sino-belge. Ils ont présenté leur projet. Il y avait un point sur le Congo. Les Chinois posent la question aux Belges, c'est quoi la RDC? Non, nous avons l'expertise. Donc, dans leur imaginaire, nous sommes comme les enfants et doivent faire ce que j'appelle les commissionnaires. Aller prendre l'argent en Chine, sous-traitance, prendre la Chine et venir nous donner comme crédit. Donc, il y a risque. Si nous ne comprenons pas que les Belges et les Chinois se mettent d'accord pour nous recoloniser. Donc, il faut maintenant identifier nos intérêts et décider d'aller nous-mêmes en Chine chercher l'argent. On n'a pas besoin d'un parrain. Ok, M. Yamba, M. Fredy Mulumba a très bien expliqué la motivation essentielle de la Chine par rapport à l'Afrique. Une banque du monde, c'est-à-dire que tout le monde doit regarder là-bas, oublions un peu l'Occident passé. Après 5 siècles de domination, il est temps d'arrêter quand même. Merci beaucoup. Je crois que ce débat doit être dépassionné parce que ça permet véritablement d'apporter l'éclairage à notre peuple pour consolider la conviction de nos autorités, voir éventuellement quelles devraient être les stratégies innovantes pour que nous puissions construire des partenariats stratégiques. Je voudrais noter tout de suite à la présentation, vous disiez que je croyais plus à l'Occident qu'à la Chine. Il y a une nuance. Moi, je pense que nous sommes dans un processus de planétarisation, de globalisation, de mondialisation, et donc les échanges deviennent possibles entre les différents pays de l'humanité. Et donc, de la même manière que nous avons besoin de l'Occident, de la même manière que la Chine a besoin aussi de l'Occident, ou de l'Occident a besoin de la Chine, ou la Chine a besoin de nous. C'est très important. Et donc, lorsqu'on veut véritablement consolider son développement, on ne doit pas simplement choisir un partenaire stratégique unique. Il faut savoir véritablement identifier les uns et les autres en mettant en place ce qu'on appelle le schéma d'avantages comparatifs. Et on essaye véritablement d'élargir ce type de relations avec les différents pays du monde. Quand cela ne tienne, il faut remarquer que les États-Unis sont indissociables avec la Chine. Aujourd'hui, lorsque vous regardez les échanges commerciaux de la Chine, en tout cas, la Chine tire au moins 460 milliards de dollars d'échanges avec les Américains. Les Américains constituent le premier client de la Chine. Quand vous regardez par exemple la Chine face aux États-Unis, les États-Unis ont une dette extérieure de 1000 milliards de dollars face à la Chine sur les 18 000 milliards de produits intérieurs bruts. C'est que très clairement, les uns ou les autres ont besoin des uns des autres parce que la Chine tire aussi beaucoup d'argent des États-Unis. Mais entendez, la Chine avant de devenir ce qu'elle est, peut-être qu'on va approfondir la question sur ces problématiques, a voulu dans un premier temps envoyer ses enfants étudier en Occident. Et les 30% des étudiants chinois ont été aux États-Unis. La plupart d'investisseurs aujourd'hui en Chine, qui sont devenus de milliardaires, des millionnaires, sont venus des États-Unis. Ils ont étudié là-bas. Et vous savez qu'il existe aussi une diaspora chinoise qui a vécu aux États-Unis, qui a triché la technologie américaine et qui, aujourd'hui, avec la constitution d'un rapport ontologique, ont dégénéré d'autres technologies additionnelles, innovantes, qui leur permettent véritablement d'affirmer leur leadership. Donc, il n'y a pas d'intérêt en sens unique, il y a intérêt collectif en termes d'échanges et d'interaction dynamique. Je voudrais également dire que celui qui monte sur les tigres ne veut pas non seulement descendre, mais de le partager. Ça, c'est un problème chinois. Quelqu'un qui a la puissance, qui a le pouvoir, ne veut pas non seulement de le céder ou de le partager. Les Américains ont été les directeurs du monde, et c'est vrai qu'ils savent définir leurs intérêts géopolitiques, j'allais dire géostratégiques, pour véritablement consolider leur leadership traditionnel. Les Américains ont soutenu la guerre d'Afghanistan, et d'ailleurs à l'époque, vous vous rendez compte que tout le monde voulait que le maréchal puisse partir avec son régime, parce que ça a beaucoup infantilisé les citoyens de la République. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y a une certaine dévolution dans la manière de faire. Le monde n'est plus un monde à puissance unique.
nous sommes dans un processus de multipolarité du pouvoir. Vous avez en Asie, non seulement la Chine, mais vous avez l'Inde. Lorsque vous allez vers la direction d'Asie Sud-Est, vous avez les dragons asiatiques, comme la Malaisie, la Corée du Sud, Singapour, etc. Et donc, vous avez le Brésil en Amérique latine, vous avez la Turquie aujourd'hui qui est en train d'émerger. Vous avez même suivi que l'Arabie Saoudite est en train véritablement de s'organiser pour avoir un ministère de relations africaines dans la perspective de pouvoir occuper les espaces. Donc, nous n'avons pas simplement un seul pouvoir qui occupe, nous avons plusieurs pouvoirs qui ont des intérêts. Le plus grand problème pour nous, pour la Chine, et c'est là justement que j'ai toujours demandé à Freddy de nuancer, c'est que le premier élément de base, le premier principe de la coopération stratégique de la Chine, c'est le respect des souverainetés. C'est une bonne chose. Il faut respecter la souveraineté des autres. Deuxième chose, le respect de la gouvernance interne. Et là, justement, ça donne la possibilité aux autorités des pays des uns des autres à trouver un terrain fertile, même des graines pour y germer bien. Parce qu'on ne s'occupe pas de la souveraineté, on ne s'occupe pas de votre gouvernance, on s'occupe de vos richesses. Et la Chine, la logique d'une modestie, d'une fausse modestie, en disant que non, moi je suis du tiers-monde, moi je suis un pays en développement, nous ne pouvons que coopérer entre nous. Or, aujourd'hui, il est démontré que la Chine a 650 technologies et les Américains n'ont que 450. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la Chine est en train d'exploiter nos minéraux, que ce soit les cobalt, que ce soit les coltans, je ne vais pas dire du cuivre, etc., les diamants. Il faut voir au Katanga pour bien comprendre cela. Mais il n'y a aucune usine de transformation pour construire ce qu'on appelle la chaîne de valeur ajoutée. Toutes les matières sont transportées, n'est-ce pas, à l'état brut en Chine. Et donc, lorsqu'on compare ce que les traditionnels faisaient, nos coopérants traditionnels, notamment les Occidentaux, etc., et l'on compare ce que fait la Chine comme notre allié naturel à cause de notre appartenance géographique dans les tiers-mondes, etc., on a l'impression que les méthodes sont les mêmes, le même type d'exploitation, même si la Chine ne veut pas dire un mot par rapport à la gestion des États, parce qu'elle en profite au maximum, et là, elle entre dans une approche complotiste, complice, responsable d'une gestion immorale, pour permettre véritablement la construction de la pauvreté d'un peuple. Et c'est comme ça que nous disons que, oui, nous devons demander aux Occidentaux d'améliorer leur manière de faire les choses, mais nous devons également demander à la Chine, encore que nous la recevons comme partenaire par excellence, dans le lot de pays en développement. Pourquoi la Chine ne ferait pas mieux que les Occidentaux en amenant sa technologie, en transformant nos matières premières, en créant des valeurs ajoutées pour que nous trouvions du travail, pour qu'il y ait afflux de biens sur les marchés, de manière à retentir véritablement la situation continue dans notre pays. Voilà notre préoccupation. Oui, merci. Je voudrais quand même revenir sur ce que Freddy Mulumba a dit tout à l'heure. Monsieur Mulumba, vous avez dit dans votre introduction qu'aujourd'hui, il nous faut choisir où se trouvent nos intérêts pour justement maximiser nos chances vers le développement. C'est vrai, depuis la guerre froide, la période des indépendances, aucun pays africain n'a été développé à cause de l'un ou l'autre pôle d'influence, c'est-à-dire ni par l'Occident, encore moins par l'Union soviétique qui représentait la force de l'époque. Mais aujourd'hui, puisque vous prenez tant l'approche sino-africaine ou pour le cas de notre pays sino-congolaise, mais quels sont véritablement ces intérêts qui seraient plausible d'attirer notre attention, ou bien notre élan vers la Chine? Est-ce que déjà sur le plan pratique, il y a des exemples patents où il y a des pistes susceptibles de garantir une telle approche? Oui, je pense que si vous voulez connaître un peuple, il faut étudier sa culture. La vision du monde occidental, de l'Occident sur le monde, s'oppose à la vision du monde chinois. L'Occident, quand il a pris le leadership du monde en 1492, a imposé au monde entier, je dis au monde entier, leur vision. Donc en disant, nous sommes la locomotive du monde. Ils ont tracé un paradigme avec un postulat tel que
L'Occident, c'est les meilleurs. L'Occident, c'est la forte. Les Africains, ce sont des barbares. Et entre les deux, vous avez les pays asiatiques et arabes. Et ce paradigme est toujours en fonction juste aujourd'hui. Rien n'a changé. Vous partez en Chine. Les Chinois, ils disent, nous sommes l'empire du milieu. Et c'est quoi? Ils ne conduisent pas le monde. Ils donnent l'exemple. L'histoire nous montre que la Chine était le premier, donc la première puissance. Parce qu'avant qu'ils soient battus en 1840 par l'Occident, parce que tout l'Occident était contre la Chine à cause de la guerre de l'opium, la Chine était une grande puissance économique. Vous partez au Kenya, vous avez de populations d'origine chinoise, donc une descendance. Mais une question, pourquoi l'Occident a colonisé? Pourquoi la Chine ne l'a pas fait? C'est lié à l'agriculture. La Chine est trop riche, l'Occident est pauvre. Toutes les richesses en Occident sont construites sur base de l'esclavage, de la colonisation et des pillages. La Chine, c'est le fruit du travail. Tu peux entrer dans l'histoire de la Chine. Tu n'entendras jamais que la Chine est partie faire des guerres, des pillages. Jamais. Ils disent que nous sommes les modèles, nous sommes la grande civilisation. Il faut que d'autres peuples viennent s'inspirer de nous. Quand vous prenez l'histoire de la Chine, quand beaucoup de chefs des rois partaient en Chine avant que la Chine soit battue par l'Occident, on vous recevait, on vous gardait, on vous pouvait fêter jusqu'à ce que vous rentrez. Et puis on vous donne des choses. Ça, c'est pour les Chinois, il faut faire l'allégeance et respecter la Chine. C'est tout. C'est un pays trop riche. Mais le drame ici... Et d'ailleurs, le livre de Marco Polo en est un exemple. Oui, c'est très riche. Le drame ici, c'est maintenant, avec l'émergence de la Chine, ça pose problème à l'Occident. Surtout concernant l'Afrique. Pour les Occidentaux, l'Afrique, c'est leur plate-bande. Ils ne voient pas les Congolais, ils ne voient pas les Africains, ils voient les matières premières. Donc l'enjeu ici, c'est faire par tous les moyens pour éviter à ce que la Chine ait accès aux matières premières. Que faire? C'est là où l'intervention des géopolitologues russes, la guerre hybride. Ça signifie quoi? Je prends l'exemple pour ne pas entrer dans des définitions, pour que les gens nous comprennent. Justement, vous voyez ce qui s'est passé en Libye et aussi le Soudan, qui ont fait des guerres. La Libye était très riche en pétrole. La Libye voulait que l'Afrique se développe. Qui nous a fait le combat, la guerre? C'est l'OTAN. Avec l'Occident, on est parti tuer Kadhafi. Jusqu'à aujourd'hui, on pille. Aucune ONG internationale, soit disant occidentale, de droits de l'homme, bonne gouvernance, n'en parle. Aujourd'hui, on pille la Libye. On vole le pétrole libyen. Qui vole? Les Occidentaux. La Chine était où? La Chine voulait construire, et cette guerre a été faite pour écarter la Chine. La Chine a perdu beaucoup. Il y avait 30 000 Chinois qui travaillaient en Libye, ils sont rentrés. Même phénomène s'est passé au Sud-Soudan, au Soudan. On a dit qu'il y avait des Noirs, des Arabes qui s'entretuaient. Il faut créer le Sud-Soudan. Aujourd'hui, le Sud-Soudan, c'est une colonie américaine. Ce sont des pétroliers qui contrôlent. Mais comme les Africains sont tellement des naïfs, surtout les Noirs, on donne des armes au vice-président, au président, ils s'entretuent. Donc pour l'Occident, c'est faire les affaires, vendre des armes. Mais quand vous regardez, on montre des enfants maigrichons à la télévision, alors qu'ils sont assis sur le pétrole. Oui, mais l'inquiétude, c'est que, comme l'a dit M. Yamba, est-ce que la Chine ne développe-t-elle pas une attitude complotiste, un peu hypocrite, pour justement profiter et séduire son vis-à-vis? Non, il y a un problème. Je vais vous dire que la Chine est trop riche. Mais la Chine a besoin de matières premières pour son développement. Et maintenant, le problème est que l'Occident, qui était habitué à piller l'Afrique... Parce que la réalité est que la Chine aussi pille. Non, la Chine achète. Tu n'entendras jamais, vérifier les informations-là, que la Chine est partie sur une guerre pour aller voler, comme la guerre qu'on a connue au Congo aujourd'hui. Et tout ce qu'on connaît ici. C'est à cause de l'Occident. Mais il faut que les Africains se réveillent. Ils ne sont pas dans un piège. Malheureusement, comme on est aliénés, nous pensons que l'Occident va nous aider. Erreur. J'ai dit... Et la Chine nous aide comment et où? Non. Écoute, moi j'ai dit... Les Africains et les Congolais vont avoir une vision. L'argent est en Chine. Hein? Les Occidentaux partent là-bas, ils prennent l'argent. Nous devons aussi avoir des projets, aller prendre l'argent en Chine. Où est le problème? Mais de quel droit? L'Occident doit nous interdire d'aller prendre l'argent. Le contrat chinois ici, c'était 9 milliards. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a rien. Nous sommes les seuls pays. Mais 9 milliards avec en contrepartie 900 milliards. Non, j'ai dit que jusqu'aujourd'hui, ce contrat n'a pas été appliqué. Je t'ai dit, vérifiez les chiffres.
Non, mais revenons. L'Occident. Est-ce que ces contrats-là favorisaient le développement mon cher ami, l'Occident a fait chez nous ici 130 ans de colonisation. Dites-moi qu'est-ce que ça n'a pas fait? Esclavage, pillage. Le problème est que nous, tu sais, j'étais en Chine, resté au niveau du Parti communiste chinois. Et j'ai posé une question aux Chinois. Comment voulez-vous entendre avec l'Occident pour venir nous recoloniser? Je dis, ce n'est pas notre faute, c'est vous. Vous, quand on veut vous aider, vous dites non, allez voir les Belges, allez voir les Français, voir les Américains. Comme on est complexé, c'est eux qui ont l'expertise. Vous partez aujourd'hui à Abidjan. Il y a les ports d'Abidjan qui sont en train de construire par Bolloré. Qui construisent? Les Chinois. Au nom de Bolloré. Pour les intérêts de Bolloré. Oui. Donc, si nous ne faisons pas attention, si nous sommes dans des débats, je dirais un peu pas stériles, sans des débats non lucides, sans discernement, on va nous recoloniser. Là où nous risquons de partir. Parce que les gens ne peuvent pas encore se rendre compte. Le projet que Xi Jinping a lancé, c'est une route. C'est pour créer une certaine un monde d'affaires entre l'Asie et le Pacifique, pardon, l'Asie et l'Europe. On appelle ça Eurasie. C'est là où sont concentrés 5% de la population et des richesses. Et quand vous comparez l'Afrique par rapport à ça, l'Afrique c'est un bas lieu de puissance. Merci bien. Monsieur Mbemba, justement, je voulais revenir sur vous. Vous venez de peindre un tableau quelque peu, je dirais, pas médiocre, mais un peu dur par rapport à la puissance chinoise ou à l'hégémonie chinoise, qui sent, on dirait, vous avez peur de cette hégémonie au motif qu'ils sont complotistes, ils pillent comme les autres, mais à faire une petite comparaison ou une simple comparaison, qu'est-ce que l'Occident nous a donné et que les Chinois ne sont pas capables de nous donner aujourd'hui? Je voudrais d'abord préciser que le développement d'un pays est endogène. C'est l'effort interne des citoyens, des hommes et des femmes qui prennent conscience de leur situation et qui déterminent un schéma opératoire pour avancer. Et par rapport à ça, ils ont besoin de construire des alliances, ils ont besoin de construire des passerelles gagnantes avec les uns les autres, sur base des partenariats stratégiques pour avancer. Donc, que ce soit les Américains, les Occidentaux d'une manière générale, que ce soit les Chinois, ce ne sont pas eux qui peuvent faire notre développement. Notre développement doit venir de nous-mêmes. C'est une décision interne, c'est une décision endogène. C'est très important. Mais vous l'avez dit, les Chinois envoyaient leurs enfants étudier en Europe, aux États-Unis. C'est ce qui est serré à la base de l'enrichissement de la Chine. Vous l'avez dit tantôt. C'est la capitalisation des expériences des autres pour construire un greffon culturel. C'est très important. C'est un greffage. C'est un marcotage de la culture. Cela ne veut pas dire une absorption. Malheureusement, la Chine est en train de faire la même chose. Parce que aujourd'hui, il est très clair que la Chine, quand elle a envoyé ses enfants en Occident, ils ont appris la technologie, ils ont appris des éléments importants qui peuvent servir de socle pour leur développement, mais ils ont aussi appris comment ils sont arrivés à coloniser l'Afrique qui aujourd'hui apparaît comme un continent problématique par excellence. De ces informations, la Chine a été édifiée de dire que si vous voulez vraiment les prendre en main, il faut organiser une agence de coopération chinoise qui reçoit les ressortissants des pays occidentaux et vous donnez des bourses, vous avez au moins des relais. Des personnes qui peuvent relayer votre idéologie. Vous aurez des agents de publicité. Je ne voudrais pas dire que Freddy fait partie véritablement de cet îlot publicitaire, mais je voudrais simplement dire qu'effectivement la Chine a utilisé ces stratégies qui paraissent nuisibles dans la perspective de faire la même chose comme les Occidentaux. Donc il faut arrêter le fait de dire que la Chine va venir véritablement nous amener la main du ciel. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, Freddy n'a pas l'air de comprendre qu'il existe un certain nombre d'entreprises chinoises qui fonctionnent dans notre pays. Moi, je m'intéresse à cette question parce que moi, j'étais aussi presque fanatique en fait, de l'action chinoise. Lorsque vous êtes rébuffé finalement. Lorsque je fais le monitoring dans
les sites d'exploitation minière, vous allez voir comment les Chinois se comportent. Il y a deux types d'entreprises. Il y a des entreprises de ramassage qui pratiquent la corruption à outrance, qui infantilisent et clochargisent davantage tous ces mineurs artisanaux qui travaillent dans ces gisements-là, qui achètent à bas prix, n'est-ce pas, les minéraux, que ce soit le cobalt, que ce soit le coltan, etc. Et qui les amènent chez eux, n'est-ce pas, à l'état brut. Et il faut voir également les Chinois. Lorsque vous avez un directeur congolais qui est opérationnel dans une société chinoise, il est très différent d'un directeur qui opère dans une société occidentale. Très différent. Il touche combien? Les quelques agents cadres, ils touchent combien? 50$, 100$. Lorsqu'on vous donne 150, c'est comme on vous a donné le paradis, etc. Donc, jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, nous n'avons pas encore réussi des apports confortables de la Chine. C'est très important. La preuve, les 10 dernières années... À qui la faute? Je me suis soufflé. Il faut initier des politiques en vue d'entrer en contact avec le partenaire à travers ce que vous avez appelé ici le partenariat stratégique. Oui, peut-être que nous souffrons du manque de... Les 10 dernières années, la Chine est partie, et Freddy l'a dit, de 1 milliard, 1000 milliards 250 de moyens de réserve jusqu'à 4000 milliards d'argent. Et il est démontré que sur base des échanges avec les Africains, donc elle n'a investi que 200 milliards seulement, 200 milliards de dollars. Lui qui a un produit intérieur brut de plus de 17 000 milliards. 200 milliards seulement. Mais il investit plus de 400 milliards aux États-Unis. Vous voyez? Et donc, nous avons... C'est un problème de consommation. L'Afrique n'est pas un grand marché de consommation, alors que les États-Unis le sont. Bien entendu. C'est pourquoi je voudrais dire que c'est aujourd'hui plus que jamais que notre génération se détermine pour avoir les hommes qui ont la puissance du savoir, les hommes qui ont l'économie de la connaissance, les hommes qui savent regarder 50 ans, regarder 100 ans, et qui reviennent, qui disent, voilà comment nous devons travailler avec les Chinois, voilà comment nous devons travailler avec les Occidentaux. Parce que nous étions les dindons de la farce pendant tout au long de notre histoire. Ça, c'est important. Mais la possibilité qui consiste à dire que tel est mieux que tel autre, au moment où les règles de jeu sont les mêmes, c'est une façon de se tromper d'adresse, une façon de se tromper d'approche. Et si nous allons dans la logique des choix des acteurs, nous allons prendre beaucoup de temps. Parce que les velléités sont les mêmes. On a beaucoup entendu de la Chine. Hein. On a beaucoup entendu de la Chine, mais aujourd'hui, ça ne vient toujours pas. Alors, M. là, pour revenir à ce qu'a dit Freddy Mulumba tantôt, vous estimez que la Chine n'est pas la véritable banque du monde. Il y a une banque mondiale qui existe, mais aujourd'hui, selon Freddy, selon Claude Meyer, selon d'autres penseurs, la Chine serait aujourd'hui la meilleure banque du monde où tout le monde peut aller puiser et développer son territoire. Mais une banque, c'est quoi? C'est une entreprise. Et une entreprise, c'est quoi? C'est la recherche du profit. Et vous croyez que c'est un Père Noël qui est en Chine là, en train de distribuer l'argent? Mais ça fait combien d'années nous sommes avec la Chine? La banque Exim, qui a coopéré avec notre pays. On en est où? Ouais, je vous dirais quel est le niveau de développement que nous avons obtenu? Nous avons un budget. Excusez. Oui. Le débat est fondamentalement intellectuel. Oui. On a pris l'argent, on travaille avec les Chinois. Allez à Kolwezi, allez à Lumachi, allez partout, vous allez voir comment ils sont nombreux. Ils ont occupé les espaces. Même pour vendre les cacahuètes en compétition avec, n'est-ce pas, nos compatriotes. Mais où est-ce qu'on en est? 4 milliards de ressources propres. 4 milliards seulement. Écoutez, arrêtez de conneries, quoi. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous devons avoir la tête posée pour comprendre que nous avons été les dindons de la force. Dieu nous a dotés de richesses, de minéraux, etc. Chacun de nous en a besoin. Les différents pays, que ce soit la Chine, que ce soit les Occidentaux, ils ont besoin de ça. Négocions avec eux. Ayons des hommes qui ont la capacité d'aimer le pays, d'aimer la société, avec des connaissances agissantes pour dire, vous Chinois,
Si vous voulez investir chez nous, prendre nos minéraux, où se trouve votre usine de transformation de cobalt? Aujourd'hui, le cobalt, à travers le monde, le Congo a 60% de ce qui représente le cobalt est considéré comme la batterie propre de demain. Écoutez, pourquoi on ne le ferait pas? Je reviens de Joseph Freddy a dit ici, vous dites que la Chine avec Exim Bank, ça n'a pas marché. Mais seulement, l'expérience avec l'Occident aussi, 5 siècles durant, ça a été un échec. Ne faut-il pas changer aujourd'hui, tenter un peu l'expérience avec la Chine, même pendant un siècle pour voir, on peut donner quoi? Non, écoutez, il faut pas. Nous ne sommes pas à l'état d'animalité zéro. Non. Vous avez, excusez Freddy, vous allez prendre ça. Je voudrais un peu répondre très rapidement à notre ami. Nous ne sommes pas à l'état d'animalité zéro. Vous avez des hommes, de grandes personnes comme nous, qui voyons 50 ans, 100 ans, s'il vous plaît, de grâce. On ne peut pas dire, parce qu'on a fait un siècle avec les Occidentaux, et il faut dans un siècle avec les Chinois. Arrêtez! Nous avons un génie propre. Nous avons la capacité d'évaluer nos richesses. Nous avons des hommes et des femmes qui véritablement étaient dans les écoles d'Occidentaux, comme dit souvent mon ami Freddy. Pourquoi ne devons-nous pas négocier au travers les richesses potentielles qui sont les nôtres et demander à nos partenaires stratégiques qui ont besoin de nous parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement les choses, parce que nous avons 80% des réserves de coltan, ils n'en ont pas. Nous avons 60% de cobalt, ils n'en ont pas. Nous avons 70% de diamants, ils n'en ont pas. Donc nous sommes capables de dire par rapport à nos minéraux stratégiques, voilà ce que nous voulons, voilà ce que nous ne voulons pas. Si vous voulez esclader, vous voulez exploiter les minéraux ici, vous ne pouvez pas mener le BRIT. Il faut créer des sociétés de production, il faut créer des sociétés de transformation, il faut créer des sociétés de commercialisation. Alors, la sous-traitance des Occidentaux nous bloque justement. La sous-traitance des Occidentaux, c'est une stratégie, mais il y a moyen aussi de discuter avec eux. Aujourd'hui, c'est très clair. Le Brésil a 3 000 milliards de dollars de produits intérieurs bruts. C'est un marché, c'est un bailleur potentiel. La Turquie aujourd'hui a 400 milliards. Vous voyez, donc il y a émergence de beaucoup d'îlots d'abondance. Faisons en sorte que nous puissions négocier. Au lieu de faire un regard ciblé, sectoriel, qui est parcellaire, court-termiste, qui ne peut pas nous amener à qui le prépare. Ok, M. Freddy Moulumba, M. Yambamba estime que la Chine, ce n'est pas la meilleure banque du monde. Ce n'est qu'en termes de profit qu'elle veut devenir une des meilleures banques, aussi pas la meilleure, parce que la Chine n'est pas un enfant de cœur. Tout ce qu'elle fait, le profit est toujours sous-jacent. Estimez-vous que ce qu'on a fait avec Exim a été aussi un échec? Non, je pense qu'il y a un problème. M. Yambamba n'a pas l'information. D'abord, ceux qui ont fait la guerre de l'Est, l'AFDEL, ce sont des miniers américains, soutenus par Bill Clinton. Ça fait 6 millions de morts. Aujourd'hui, un génocide oublié. Aujourd'hui, nous avons des difficultés à cause de l'Occident. Ce n'est pas la Chine. Donc il faut être très... Je pense qu'on est dans des contradictions secondaires. Moi, je ne suis pas politicien. Il faut éclairer notre peuple, avoir l'information, analyser et commenter les deux orientations. Quand il parle de où sont les intérêts chinois ici, effectivement, il n'y a rien. Il n'y a rien. Rien du tout. Pourquoi? Pourquoi les Chinois peuvent investir au Congo-Brazzaville, au Cameroun et en Angola? Pourquoi on ne le fait pas au Congo? C'est la question que M. Yambamba devrait se poser. J'informe il a dit ils ont investi, mais les traitements... J'ai dit qu'ici, il n'y a pas beaucoup d'investissements chinois. Maintenant, on évalue à 10 milliards, selon l'ambassade de Chine. L'Occident et la Belgique en particulier n'ont investi ici. Donc, la discussion, il faut très bien discuter. Il y a 60 000 milliards, je dis 60 000 milliards qui sont logés à la Banque de développement de BRICS en Afrique du Sud. 60 000 milliards. Ce qui est dramatique dans ces pays, concernant le Congo. Le Congo, jusqu'à présent, selon les informations, il a utilisé 250 millions. Alors qu'on a la capacité d'utiliser 7 milliards de dollars pour refaire nos routes. Qui bloque? L'Occident. L'Occident voudrait faire la sous-traitance, nous rendre qu'on soit une colonie. Moi, je suis écœuré de voir que Yamba n'a tiré aucune leçon de l'histoire. Les gens qui ont fait l'esclavage, la tête nègre, la colonisation, ils nous dominent aujourd'hui. Ils nous font des guerres à tout moment. Comment on peut encore croire à ces gens-là? Tout est question de rapport de force. D'abord, rapport de force intellectuel. Il faut rompre avec la tutelle intellectuelle. Nous réfléchissons ici par rapport aux autres. Il faut réfléchir par rapport aux intérêts congolais. Deuxième chose, ce que M. Ambem ne sait pas,
Je viens de le dire, la Chine a investi beaucoup plus en Europe, en Amérique qu'en Afrique. L'Afrique, c'est rien par rapport aux investissements chinois à l'étranger. C'est rien. Dernièrement, la dernière information, il vient d'acheter des actions dans une compagnie allemande. Je pense Mercedes-Benz. L'information est là. Est-ce que les Européens ont crié? Comment même les Européens qui acceptent les Chinois d'acheter chez eux viennent vous dire ne partez pas en Afrique? Le problème, c'est nous. Nous sommes complexes aliénés. On ne sait pas identifier où sont les intérêts, où sont les intérêts de l'Afrique et du Congo. Un autre élément, c'est que M. Yambrem ne sait pas. Le monde a basculé. Le monde a basculé. Le centre du monde, c'est vers l'Asie-Pacifique. Et le seul pays, donc, est l'Asie aujourd'hui, donc à partir de l'Europe jusqu'en Asie. C'est là où se trouve maintenant le centre du monde. L'Occident, c'est fini. Nous sommes tellement en retard ici. L'Occident, c'est terminé. Je vous préfère donner peut-être un livre d'un philosophe qui est bien connu en France, Michel Onfray. Il a publié un livre, je pense l'année passée, Décadence. Vie et mort de la civilisation judéo-chrétienne. C'est terminé. Et dans cette fin de l'hégémonie occidentale sur le monde, il y a une transition de pouvoir. La transition de pouvoir quitte de l'Amérique vers la Chine. Et une transmission de pouvoir des États vers les acteurs non étatiques. D'où M. Soros qui fait les affaires ici. Donc nous devons revoir notre manière de voir les choses. Savoir identifier nos intérêts. Ça suffit quoi? Pas parler comme un politicien pour que les gens disent que tu as bien parlé et tu avais raison, tu es contre les Chinois. Pour identifier où sont les intérêts. Ça signifie qu'il faut au niveau des universités qu'il y ait un débat, comme vous le faites ici, et puis qu'il y ait des recherches. Hein? Les policiers peuvent raconter l'histoire, mais ils n'ont pas de chiffres. Quand vous regardez de plus près aujourd'hui, tous les chercheurs occidentaux savent que le monde a basculé. Et si l'Afrique ne tire pas les leçons du passé, nous serons faits des esclaves. Cette fois-ci, les Chinois et les Européens vont s'entendre pour nous reconnaître. Ça, j'ai commencé. La fois où je vous ai parlé ici. Regardez un peu les cartes de l'Afrique. Il y a plusieurs armées africaines sur le continent africain. Quelle position on parle? Vous avez les Américains de base, les Chinois de base, vous avez les Turcs, vous avez les Japonais, vous avez les Français, vous avez les Allemands. Il y aura un moment, parce qu'ils disent que nous sommes en Afrique pour défendre nos intérêts. Il y aura un moment qu'ils risquent de s'affronter. Ils ne vont pas s'entretuer pour vous. Donc, ils finiront par s'entendre comment partager l'Afrique. Donc, il faudrait... Mais Mouloumba, quand les économistes européens, les financiers européens disent, occidentaux en général, disent que le 21e ou disaient que le 21e siècle sera africain, c'était une ironie de la poudre aux yeux où il le disait par rapport à l'Air Force qui devait jouer leur rôle toujours néfaste ici en Afrique, ou bien il le disait par rapport à l'éveil africain. Non, je pense que je préfère que ces discours viennent des Africains. Tu vois, c'est la force de l'Occident. Ils fabriquent des faux concepts. Et nous reprenons. Il faut que les Africains disent le 20e siècle sera un siècle africain. Vous allez faire quoi? Les enfants n'étudient pas. Il y a des guerres à tout moment. Vous allez faire quoi? L'Occident est présent ici. Il faut qu'on retienne cette chose. L'Occident, en particulier l'Amérique, est trop riche. En particulier l'Europe est pauvre. Sans l'Afrique, l'Europe ne vaut rien. Donc c'est question de vie et de mort. Comme ils nous ont exploités depuis 1495 jusqu'à ce jour, pour nous lâcher, mon frère, nous passerons par la guerre. C'est la guerre qui va nous libérer. Il faut que les gens comprennent ça. Quelle guerre? Intellectuelle ou bien... D'abord, je vais te dire ici, la guerre intellectuelle, c'est refuser, rompre avec la tutelle intellectuelle. Nous réfléchissons par rapport à eux. Il faut arrêter avec ça. Deuxième chose, il faut une armée panafricaine. C'est là où l'Afrique doit être très forte. La manière dont on a frappé Kadhafi. C'était ça la projection de Kadhafi. Oui, c'est pour laquelle l'Occident l'a tué. L'Occident pille aujourd'hui. Quand vous regardez, quelquefois, je m'excuse un peu d'être très dur envers nous-mêmes. Il y a des gens qui disent que nous sommes une race inférieure parce que nous ne sommes pas capables de nous élever. Quelqu'un qui vient dans ta maison, il tue ta femme, il est viole, il pille, et la même va te dire non, il veut te développer, il veut te démocratiser. Tu crois? Donc ça prouve qu'il y a un fond philosophique. Nous devons nous remettre en cause sur le plan philosophique. Est-ce que Dieu a créé les Noirs, pas par les Africains, les Noirs pour être dominés? C'est important aussi. Autant qu'on critique les Occidentaux qui sont venus avec des positions fallacieuses, ils prenaient le minerai, la Chine fait autant, ils prennent le minerai en Bambaladi, ils ne peuvent pas le transformer ici, ils les amènent chez eux. Là, l'Afrique sera toujours le parent pauvre. Pourquoi ne pas changer la donne? Prendre le minerai, les travailler ici, développer l'Afrique ici? Oui, je pense que ça, je dis que ça, il n'y a pas une vision
à long terme chez les élites africaines. Ça, la grande difficulté ici. Malgré les études, l'école des Blancs nous a tués. Nous pensons toujours avec la pensée des autres. Il n'y a pas une vision panafricaine. Il faut que l'Afrique se développe. Il n'y a rien. Mais de ce point de vue, vous pensez comme lui, vous rejoignez parce qu'il a parlé d'une vision à 50 et à 100, à 100 ans par exemple, sur une élite avec une intelligence agissante. Non, je pense qu'ici, la vision doit être prise en charge par l'Union africaine. D'où l'importance des États-Unis d'Afrique. Quand nous avons une forte armée panafricaine, vous pensez que si on avait une armée d'1 milliard de gens ici, hein, bien armés, les Européens, les Américains pouvaient aller faire des désordres en Libye. Une Union africaine qui est financée à plus de 90% par ce sont les drames. Les drames des Africains, ils sont aliénés. Les drames des Africains, tu sais, quelquefois, pardon en français, c'est pas notre langue. Oui. C'est désolant dommage de parler en français et réfléchir en Chilobo ou bien en Lingala. Oui. Quand vous prenez, Franck Fanon a fait une bonne analyse. On pose la question, comment les Africains ont tout, ils souffrent. Fanon, il a publié Masque, peau noire, masque blanc, et puis Le de la terre, il est arrivé à une conclusion. Les Africains noirs, surtout, sont des êtres, des élites aliénées et souffrant d'un complexe d'infériorité. D'où ça vient? De l'esclavage, de la tête négrière et de la colonisation. Donc ce qu'il faut faire maintenant, c'est désaligner l'Africain. De tels débats, c'est ce que moi je dis, devraient se faire à l'université, entre philosophes et historiens. C'est anormal. Et quand vous voyez l'état dans lequel se trouvent les universités... Et en langue maternelle, vous voulez dire? Oui, en langue maternelle. Quand vous voyez, l'Occident fait par tous les moyens. Ça, il faut que vous mettez en stade. Parce que vous voyez les pays comme l'Haïti, sont des Noirs, non? Ça fait 200 ans qu'ils sont indépendants. Ils sont où? Ok. Et je ne voudrais pas que notre pays, le Congo, le cœur de l'Afrique, devienne comme l'Haïti. Donc, il faut se méfier de l'Occident. Ok, on va bientôt attaquer le deuxième thème consacré à l'eau de Lubang qui doit quitter le Congo pour le Tchad. C'est une autre guerre à laquelle le Congo fera face. Mais avant d'entrer au deuxième thème, par rapport à ce qu'a dit Freddy, une conclusion partielle, vous pensez que notre aliénation nous bouffe quand même les côtes et qu'on ne s'en sortira jamais parce que l'Occident nous a tellement formatés que nous sommes les petits occidentaux mais qui sont toujours matés. Freddy est panafricaniste comme moi et il sait bien qu'un bon panafricaniste a toujours voulu l'enracinement de la culture, l'approfondissement du particularisme. J'ai toujours pensé à tout moment que nous devons avoir notre fondation et les intellectuels dont il parle ne sont que des abrutis fondationnels. Il n'y a pas d'intellectuel d'utilité publique, il n'y a pas d'intellectuel de valeur ajoutée, de plus-value, etc. Il faut refonder et il a raison véritablement de le faire. Mais je voudrais que nous avons commencé cet exercice. Il ne va pas me dire que je parle comme un politicien. Non, non, je suis un politico-scientifique. J'enseigne à l'université depuis des années. Et je travaille, je ne suis pas un abruti fondationnel. Je travaille chaque jour. Je ne vois pas le salaire. Je vois l'avenir du Congo, 50 ans, 100 ans, chaque jour que Dieu m'a donné. Donc, je ne parle pas pour qu'on m'écoute, que les politiciens parlent. Non, 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 non. Je donne des orientations parce que j'ai cette vocation, j'ai cette option. Deuxième chose, je voudrais également dire que les constats, le diagnostic qui a été fait et dont la littérature est abondante, dont mon frère Freddy en dispose, c'est l'exploitation de l'Occident dans notre terroir. Il a utilisé la religion, il a utilisé, n'est-ce pas, les écoles, il a utilisé les médias, il a utilisé les ONG, il a utilisé les institutions internationales de pénétration, et aujourd'hui les écoles ésotériques, la maçonnerie. Il a utilisé les partis politiques aussi. Ce sont ces éléments qui ont fait que nous puissions être formatés au modèle occidental. Et il faut une déprogrammation mentale, et je les rejoins véritablement sur cet aspect-là. Allons-nous continuer toujours à faire le diagnostic ou chercher des voies de sortie? Et c'est là justement que j'ai dit, oui, l'Occident a fait ce qu'il a fait, oui, la Chine est avec nous, l'expérience n'est pas convaincante, elle est aussi malheureuse, parce qu'il y a des convergences d'intérêts, et toutes les deux approches sont complotistes. En termes de domination, d'instrumentalisation, nous faisons quoi? Il faut inventer un modèle qui affirme notre leadership interne et qui donne des orientations. Et moi, j'ai dit oui, ceux qui ont dit que l'Afrique
est un continent du XXIe siècle, est un espace du XXIe siècle, on dit vrai. Pourquoi? Simplement, regardez l'Occident. Vous prenez les États-Unis d'Amérique. La superficie, c'est combien? C'est 9,8 km², millions de kilomètres carrés. Vous prenez la Chine, c'est 9,6 millions de kilomètres carrés. Vous prenez la Russie, c'est 17 millions. Et vous prenez l'Afrique, c'est 30 millions. Nous savons de l'espace. Nous pouvons, dans ces années qui nous restent, pour terminer le XXIe siècle, travailler pour que nous puissions donner des résultats. Deuxième chose, les ressources minières, les ressources naturelles. L'Afrique a 14 ressources minières dont elle stratégique, dont elle occupe la première place, mais qui sont exploitées à l'état brut. Si nous pouvons mettre en place une révolution technologique, une révolution numérique, une révolution industrielle, pour transformer ces matières, négocier avec nos partenaires stratégiques, nous aurons des résultats. Troisième chose, c'est au-delà des ressources, au-delà, n'est-ce pas, de la superficie, mais nous avons une population. La population africaine, à la fin du siècle, sera de 2400 millions de personnes. Une personne sur 3 sera africaine. Nous avons. Et cette population aura 60% des enfants de moins de 14 ans. L'Occident, aujourd'hui, avec le système de migration, à 4 à 5%. L'Asie, c'est migration, 1,7%. Tous deviendront des vieillards. Ils n'auront pas la force de travailler. Ils seront soutenus par la sécurité sociale. Mieux que l'Afrique du Coran, des mains fortes, capables de pouvoir travailler et générer des ressources. Et si nous avons des intellectuels de génie, nous avons des autorités d'excellence, des autorités transformationnelles, qui utilisent à la fois la science et la pratique politique, mais qui ont le pouvoir, la puissance de la connaissance. Nous sommes capables de relever le défi avant la fin du siècle. Donc, Freddy ne peut pas dire que nous ne pouvons pas avoir véritablement la possibilité de gérer le continent. Oui, il a raison quand il dit la situation a traversé, a basculé, n'est-ce pas, dans le Pacifique. Freddy, mais que ce soit les États-Unis, que ce soit la Chine, sont des pays du Pacifique. La Chine et les États-Unis sont plus proches que la Chine et l'Afrique. Et donc, c'est tout à fait normal de construire des échanges parce que ce sont deux puissances mondiales, que ce soit sur le plan militaire, que ce soit sur le plan économique. Tout à fait normal. Et donc, cela n'est pas une invention. Cependant, quand vous dites Michel Onfray, encore que Michel Onfray n'est pas un évangéliste prophète, c'est un garçon, un philosophe qui, chaque jour, surtout avec son arrogance rationnelle. Tu l'as lu? Je l'ai lu, je peux l'affronter, parce que je connais sa vision. Je connais sa vision. Un peu de modestie, d'humilité. Il n'est pas Dieu. Un peu de modestie, c'est un philosophe. C'est un philosophe. Voilà. Et un philosophe n'est pas censé conquérir tout. Comment vous appréciez Michel Onfray? Vous ne pouvez pas m'apprécier, Freddy. Au moment où moi je vous apprécie. C'est pas correct. Juste une question. S'il vous plaît, monsieur. Vous avez dit que déjà la superficie de l'Afrique, qui est à hauteur de 30 millions de concurrencer nous constituons déjà un grenier, une puissance vraiment potentielle, énorme. Mais avec une Union africaine, nous l'avons dit, nous avons posé la question à Freddy Mulumba, qui dépend ne serait-ce que pour son fonctionnement à 4 heures pour l'Union européenne. Comment vous pensez voir l'Afrique être boostée et par son élite intellectuelle et transformationnelle? Je prends vos mots, vous les mettez trop, ces termes-là, et pendant que les leaders eux-mêmes, en fait, ils sont dans ces syndicats ils ont la main tendue au niveau de l'Union africaine qui dépendent financièrement pour son fonctionnement de l'Union européenne. Et c'est là que j'ai rejoint mon ami Freddy. On s'aime beaucoup, comme vous le voyez là. Donc, il anime la renaissance africaine. Moi, j'anime la nouvelle vision africaine. Cette nouvelle vision qui doit quitter véritablement le ghetto pour affirmer véritablement notre leadership, où l'Afrique est soutenue par l'extérieur. Illogisme. Vous dites que c'est l'Occident qui fait que nous ne puissions pas avancer et vous recourez à l'Occident pour avoir l'argent pour faire fonctionner les États, l'Union africaine. C'est pourquoi nous disons arrêtez avec cette Union africaine qui est une association folklorique, un petit club où les chefs d'État se mutualisent les efforts et se soutiennent mutuellement, etc. pour aller vers les États-Unis d'Afrique. Les États-Unis d'Afrique, c'est un pays continental. Ça passe par quoi, les États-Unis d'Afrique?
Mais les États-Unis, nous avons 5 régions. Et si ces 5 régions s'organisent, et à ce moment-là, nous mettons en place un État fédéral. D'ailleurs, Freddy a beaucoup travaillé pour ça. Des organisations régionales telles que CAC, CEMAC... Arrêtez ces machins. Ces machins n'ont jamais donné, ce sont des torchons. Je parle des régions. Oui. Et à l'est, vous avez le nord, vous avez le pays maghrébin. Le Maroc et tout ça, l'Égypte, Maroc, Mauritanie, Tunisie, etc. Ils forment, n'est-ce pas, une région avec une locomotive qui est l'Égypte. Et vous avez à l'ouest, vous avez le Nigeria, qui, avec le Sénégal, Ghana, Côte d'Ivoire, etc., forment un bloc. Effectivement, ça se rapproche avec la CEDEAO, compagnie, etc. À l'est, vous avez des pays autour de l'Éthiopie, la Tanzanie, le Kenya, compagnie. Et vous avez au sud, l'Afrique du Sud, avec tous ces pays satellitaires. Et au centre, c'est le Congo-Kinshasa, avec tous ces pays satellitaires, etc., qui tournent autour du Congo, donc pratiquement la gestion est la même. Et donc, tous ces pays-là, mis ensemble, donnent la possibilité à l'Afrique véritablement de respirer en tant qu'État fédéral. Ok, merci M. Fiambamba de votre lecture, de votre approche. Il nous reste, comme on m'a dit, pas beaucoup de temps, mais on va prendre quand même la question de l'eau. Au-delà de tout, M. Ambamba, le Congo sera en face d'une guerre importante. L'eau doit quitter le Bangui pour le Tchad. Frédéric Moulumba, est-ce que cette guerre-là qui est imminente profitera au Congo? Il y a déjà la guerre du cobalt. M. Yamel en a parlé. Le gouvernement, l'État congolais, je pense, on a proposé au président Kabila le code minier pour qu'on le signe. Il y a des entreprises occidentales, Glencore, que vous connaissez très bien, qui a fait même des menaces qu'on ne signe pas pour que les Congolais profitent. Et ils ont fait pendant 10 ans en train de piller le Congo avec la Banque mondiale. Vous voyez, quand je vous dis il faut se méfier de l'Occident, c'est eux qui pensent toujours nous piller. La Chine n'a pas pillé, la Chine achète. C'est un État commerçant. Mais l'Occident, ce sont des pilleurs. C'est leur culture, c'est les capitalistes prédateurs. Ce sont des prédateurs. Concernant l'eau. La guerre de l'eau, voilà. Je pense qu'il y a Modeste Moutinga qui a publié un ouvrage, La guerre de l'eau. Oui, Moutinga y a déjà pensé. La guerre de l'eau au porte de la RDC. Et aujourd'hui, le sommet d'Abuja a consacré pratiquement cette guerre. Non, je pense que c'est le problème. Le problème devrait discuter entre Africains. Quand vous regardez de plus près derrière, il y a des intérêts des capitalistes occidentaux. Parce que quand on va poser... Comment? Ces gens ont tout... Le capitalisme, c'est la prédation. Il faut retenir ça. C'est la prédation. La sauvagerie. Non, c'est plus que ça. Parce qu'ils peuvent venir vous tuer et prendre des diamants dans votre ventre. Ils n'ont pas d'état d'âme. Et quand vous regardez derrière tous ces discours... Les Chinois ne les tuent jamais. Non, les Chinois font des affaires. Ils te laissent en vie. C'est la différence. Ils ne te tuent pas. Tu vois, derrière cette guerre, il y a des multinationales occidentales qui estiment qu'ils peuvent prendre l'eau, aller vendre aux autres nègres là-bas, qui sont au niveau du lac Tchad. Ça ne va pas profiter aux Africains. Ça va profiter aux capitalistes. Moi, j'ai dit, après 5 siècles de domination, il est temps que les Africains parlent d'eux-mêmes. Qu'est-ce qui empêche les Tchad de se retrouver avec des Congolais discuter carte sur table? Pourquoi ils le font sans Congolais? Ça signifie que derrière, l'Occident est là. Mais les Africains n'ont pas le courage. La plupart des chefs d'État que vous avez en Afrique, ce sont des porteurs de mérite d'Occidentaux. Qui ne connaît pas ça? Tant qu'on n'a pas compris les intérêts africains sont où, nous serons les esclaves des autres. Donc, c'est une fausse guerre que l'Occident veut utiliser pour que les Africains se divisent. Le moment est arrivé au niveau de l'Union africaine qu'il y ait un débat de fond, sans les Occidentaux. Parce que quand l'Occident entre, c'est pour nous diviser. Il y a un problème d'eau, c'est exact. Qu'est-ce qu'on peut faire si cette eau part au Tchad, que notre barrage n'ait pas de problème? Il faut étudier, il faut des études. C'est après les études, on peut décider, on peut donner quelle quantité d'eau. Est-ce qu'on peut construire? Parce qu'il ne faut pas construire les canaux et casser Yinga. Parce que Yinga, c'est toute l'Afrique. Donc c'est un débat de fond entre Africains. Moi j'ai dit, il faut se méfier des Occidentaux qui viennent avec des projets. Les capitalistes occidentaux n'ont pas d'état d'âme. C'est la prédation. Ok, M. Mbamba, la guerre de l'eau, déjà, le sommet d'Abuja au Nigeria a consacré que l'eau de l'Ubangui doit être dirigée vers le Tchad parce que le lac Tchad est presque sec. Pensez-vous que cette politique-là... C'est 40 millions d'âmes qui sont en danger. Est-ce que cette eau de l'Ubangui, s'il quitte le Congo pour aller vers le Tchad, c'est un bénéfice pour le Congo? Vous savez, je suis panafricaniste. J'ai toujours pensé qu'il faut les États-Unis d'Afrique. Mais j'ai toujours aussi pensé qu'il faut qu'il y ait des projets intégrateurs.
des projets fédérateurs qui permettent véritablement aux Africains de cimenter leurs actions et de bénéficier, de tirer les dividendes de ce qui représente de telles actions. Mais je note une chose, c'est que le problème de l'eau, ce n'est pas simplement un problème du Congo avec le Tchad. Vous savez que l'eau douce, tout le monde, dans le monde entier, c'est 0,6%. L'eau polluée, c'est 97,4%. L'eau glacée, c'est 2%. Nous avons 0,6%. Mais en Afrique, sur la quantité que regorge l'Afrique, le Congo a 52 à 53%. C'est que nous sommes une puissance hydrologique. Et cette puissance fait de nous producteurs de l'or bleu. Et nous pouvons vivre de ça. Nous pouvons vivre de ça. Inquiétez-le. Mais encore qu'il faut un leadership transformationnel pour ne pas être reproché par Jean-Claude. Et si je dis qu'un leadership d'excellence, un leadership visionnaire, motivateur, inspirateur, qui voyage dans le temps, qui revient, qui embarque les gens, on en a besoin. Il me semble qu'il y a carence dans la classe politique. Quand cela ne tient, vous savez, quand vous regardez ce qui se passe au lac Édouard, ce qui se passe dans les parcs de Virunga, nous avons du pétrole à forte densité. Et nous ne vivons pas. L'Angola vit de son pétrole. Tous ces pays, à travers le monde, vivent de leur pétrole. Mais nous ne pouvons pas. Il semble que c'est un patrimoine déclaré mondial. Nous ne pouvons pas bénéficier. Et alors, plus grave, l'eau. Nous avons de grandes potentialités en Afrique. Car la moitié de la forêt africaine, avec possibilité de régénération de l'eau. Et nous pouvons vivre de ça. Le Tchad aujourd'hui a séché de 90%. On en a besoin. Et le Tchad, ce n'est pas seulement c'est le lac Tchad. Et ça dessert pratiquement 6 pays aujourd'hui, que ce soit la Libye, le Cameroun, le Nigeria, le Niger et le Tchad lui-même. Mais c'est un marché potentiel pour nous. Mais encore qu'il faut faire des études d'impact environnemental pour savoir à quelle quantité nous ne pouvons pas créer des incidents négatifs dans le fonctionnement de nos barrages, dans l'acquisition de notre eau potable, etc. Nous devons faire ça. Et pour le faire, il faut des hommes et des ménages qui anticipent. Mais aujourd'hui, et là j'ai rejoint Freddy, de la RDC, les projets Transaqua, il y a des gens qui ont mis l'argent, qui veulent faire ce travail-là, mais sans associer le Congo. Ça, c'est un danger public. Ok, on menace peut-être la régie, mais quand même pas des émissions, sans parler d'Antonio Guterres qui doit arriver à Kinshasa, c'est les patrons de l'ONU, quand on voit l'espace politique qui est un peu bouillonnant. C'est arrivé là, c'est pour des mobiles diplomatiques, c'est pour arranger ou bien il faut que les gens se grattent la tête. Il faut se méfier de l'ONU. Il faut se méfier de l'ONU parce que c'est à cause de l'ONU qu'on a tué le Lumumba, on a tendance à oublier. Donc l'ONU, comme disait Franck Fanon, c'est un instrument qui est dans les mains des impérialistes, qu'il utilise un peu la force brute. Quand ça échoue, c'est la carte juridique qu'on utilise. Maintenant, ils viennent très gentils avec des conseils. Actuellement, l'ONU est contrôlée par les multinationales, ce ne sont pas les États. Les hommes d'État sont au service des multinationales. Donc quand ils viennent ici, ce n'est pas pour vous conseiller pour la démocratie. Comment avoir les leurs au pouvoir? C'est tout. Le drame est que notre élite et la presse doivent faire un travail. Parce qu'il en va de la survie de notre nation et de l'Afrique. Vous avez vu, il y a eu des manifestations, l'opposition, jusqu'à ce que l'Église catholique a repris les choses, ça a échoué. Maintenant on dit, allez-y maintenant, négociez différemment. Si l'ONU ne parvient pas à arriver avec l'Union africaine, c'est la guerre. Donc, quelle que soit la situation, il faut que les Congolais retiennent. Il faut que les Congolais se préparent à la guerre. Parce que tant que l'Occident ne contrôle pas les choses du Congo, ils ne seront jamais tranquilles. Et surtout, actuellement, il y a une crise qui va déclencher, une crise économique qui va se déclencher cette année. Il y a beaucoup de frères qui sont sortis. Les Africains sont ailleurs. Quand l'Occident, qui a une industrie d'armement, qui a une économie basée sur l'armement, quand il n'y a pas de guerre, ils ne vivent pas. Donc, au lieu de prier... Ils doivent liquider ces armes là, oui, il faut quand même... sur le marché. On ne fait pas des armes pour manger, c'est pour tuer les gens. Donc, il y aura des guerres. Donc, il faudrait, au lieu de prier, bonne gouvernance, tout ce que les Blancs nous sont venus nous remettre ici comme religion, nous devons nous préparer à la guerre parce que l'issue de la guerre va nous donner ce que j'appelle une nouvelle indépendance. Nous serons comme l'Angola. En Angola, il n'y a pas de gens qui vont donner des leçons là-bas. L'élite angolaise prend la décision parce qu'ils se sont battus, ils sont libres. Ici, guerre, ici, vous avez des jouisseurs. Ici à Kinshasa, des jouisseurs. Dès qu'on tire en l'air, ils sont les ambassades. Donc, il faut préparer notre peuple et surtout nos enfants
Parce que la situation sera instable jusqu'en 2030. Préparons nos enfants, nos petits-enfants à être des hommes debout. Ok, M. Mbamba, Guterres arrive à Kinshasa bientôt, le patron de l'ONU. Fred Moulumba est inquiet quand il faut prendre ses propos. Vous partagez son avis? Est-ce que c'est une arrivée qui n'est pas très très bénéfique pour les Congos? Non, mais quand il y a un problème, s'il y a une personne externe qui arrive, elle est toujours bien accueillie pour que si les personnes internes n'ont pas réussi à s'en sortir, que cette personne apporte sa moralité, sa crédibilité, son expérience pour faire sortir véritablement le Congo. Mais je ne suis pas très loin de l'analyse de Freddy, à cause d'une expérience malheureuse de contribution de l'ONU, de sa position à travers les différents conflits à travers le monde. On dirait qu'il jouerait le rôle d'un instrument de pénétration dans des pays problématiques par excellence. Encore que ce ne soit pas le cas, sinon on n'aura presque pas grand-chose. Et deuxième chose, je voudrais aussi dire à Freddy que l'Église catholique n'a pas échoué. L'Église catholique a fait son devoir. Le devoir de construire une dynamique qui amène à la performance de la gouvernance de la République. Cette gouvernance permet à la République d'être bien gérée pour que ça se rétentisse positivement sur les citoyens. Et donc le faire, ça ferait véritablement sa citoyenneté responsable. Bon, si les autres n'ont pas le même langage, donc nous ne sommes pas sur un terrain commun de jeu. Je termine en disant que Freddy aime beaucoup la guerre pour sortir de cette situation. Mais je dis, mais écoutez, quand vous regardez l'arsenal militaire américain aujourd'hui, européen, chinois, etc., aujourd'hui, s'il faut faire cette guerre, on n'arrivera pas. Encore qu'il faut se préparer. C'est pas qu'il aime, alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Dans une évidence, peut-être que c'est bien inévitable. entendu, mais à long terme. Il n'aime pas, il est dans une évidence. À long terme. Mais alors, on fait comment? Prenons l'exemple de Singapour. Singapour n'a pas fait la guerre pour avoir une économie 4 fois l'économie sud-africaine. Malaisie n'a pas fait la guerre. Hein? La Corée du Sud aujourd'hui, qui était avec nous, même position en 1960, n'a pas fait la guerre. Hein? Taïwan n'a pas fait la guerre. La Chine n'a pas fait la guerre. Il existe des procédures pacifiques qu'on peut utiliser. Le système éducatif, il l'a dit. Notre système éducatif, c'est produit des chômeurs d'élite, bien cravatés, etc. Aucune utilité sociale. Il faut remettre en question ce système. Il faut réorienter ce système pour qu'il y ait adéquation avec les besoins qui sont les nôtres. Il faut également la révolution technologique, scientifique et fondamentale. C'est très important. Et cela va permettre de transformer nos richesses. Et lorsqu'on met en place la bonne gouvernance, on a des répercussions sur des citoyens et on peut éviter la guerre parce que l'analyse coût-bénéfice et risque de ce que représente la guerre par rapport à cette procédure, il me semble que cette procédure est moins coûteuse que la guerre. Ok, je crois que le débat il est très important, M. Freddy. M. Mbamba. Mais je voudrais dire qu'on n'aime pas la guerre. On va nous imposer la guerre, c'est différent. Nous devons apprendre à nous défendre. Ok, voilà, c'est par ces deux approches relatif à la guerre que nous clôturons ce face-à-face, qui a reçu pour vous Freddy Moulumba, panafricaniste, éditeur d'épée du magazine La Renaissance, et qui a reçu également M. Norbert Yamba, président ou coordonnateur de la NVP, Nouvelle Vision Panafricaine. Je retrouve que ça, on clôt le débat, ce n'est pas fini. Je pense qu'il y a beaucoup de matières qu'on n'a pas décortiquées. Ce n'est que partie remise. On rappellera nos deux invités pour que nous puissions clore vraiment le débat. Absolument. Je pense que nous avons été suffisamment édifiés. Je pense que notre République aussi, comme vous l'avez dit, la matière est abondante. Mais déjà, les pistes sont tracées et que l'énergie transformationnelle que prend M. Mbayamba est en train de sortir déjà du lot pour justement booster les intelligences et booster également les idées du Congolais et des Africains en général en vue justement d'obtenir le panafricanisme tel que souhaité par les pères fondateurs. Voilà, merci M. Freddy Moulumba, je vous remercie d'avoir été avec nous pendant ces 60 minutes. Merci beaucoup. Merci M. Mbayamba, on espère que la prochaine fois vous reviendrez pour qu'on parle encore Congo. Merci, je vous remercie de nous avoir donné l'occasion d'être en face de Freddy Moulumba. Il n'y a que les idées qui conduisent le monde et nous croyons que lui, il a déjà commencé cette approche. Il faut que ça continue pour que le Congo de demain puisse véritablement être prospère. Ok, face à face c'est fini. Nous disons merci également à vous, l'équipe technique pilotée par Samson Ilunga. Et le rendez-vous est pris très prochainement pour un autre numéro. Portez-vous bien, bonne soirée chez vous et bye bye. Merci.